Bonsoir à toutes et à tous et merci une fois de plus d'être au rendez-vous de cette édition consacrée au sport majeur au Cameroun, le football. Et dans cette édition, nous allons revenir sur le championnat national MTN Elite 1 et Elite 2 qui ont déjà livré la phase aller avec un constat qui se dégage. Ce sont les clubs nouvellement promus qui dictent leur loi et Ding Sport de la Ligue qui est sacré champion honorifique de la phase aller pour ce qui est de l'Elite 1, tandis que pour l'Elite 2, c'est également un autre club de Yaoundé, FC Yaoundé 2. Les Lions indomptables ont choisi Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, pour poursuivre leur mise au vert en vue notamment des prochaines échéances qui les attendent, notamment samedi prochain contre le Maroc. Match comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Il y aura également une autre date, celle du 13. Cette fois, ça sera l'Espagne contre la Colombie, avant de mettre le cap sur la Russie pour la Coupe des Confédérations, où le Cameroun est quand même logé dans un groupe assez relevé, constitué du champion du vainqueur actuel de la Coupe du Monde, tenant du trophée, l'Allemagne, du double champion de la Copa América, le Chili, et également de l'Australie. On reviendra également sur ces responsables de l'Académie nationale de football qui ont pris fonction du côté de Yaoundé. Il s'agit notamment du président du conseil d'administration, du directeur général et de son adjoint. Ce qui nous permettra également de revenir sur ces changements qu'il y a également eu au niveau de l'encadrement technique des sélections inférieures du Cameroun. C'est une note portant la signature du président de la Fédération camerounaise de football. Voilà ainsi le menu déroulé de ce 100% foot. Pour nous accompagner ce soir, on a eu un responsable de la Ligue de football professionnel qui n'est autre que le premier vice-président, le docteur Faustin Domko. Bonsoir. Bonsoir Etienne, bonsoir à tous vos téléspectateurs et très bonne, je sais qu'on passe une très bonne émission. Exactement, on l'espère avec vous. Vous allez nous donner davantage d'explications en ce qui concerne ce qu'on peut qualifier de positif pour ce qui est de la phase aller de ce championnat Elite 1 et Elite 2, mais également ce qu'il y aura lieu de revoir. Il faut également dire qu'à côté de ces titres pour lesquels on vous a convié ici de premier vice-président de la Ligue de football professionnel, pour la gouverne de nos téléspectateurs, vous êtes responsable d'un club également qui est en Elite 1, notamment New Star de Douala. Oui, président du conseil d'administration pour le moment. Exact. Avant qu'un jour on me débarque. D'accord. On est également avec un entraîneur de football, Maurice Mpondo, entraîneur de Léopard dans la deuxième division pour le littoral. Bonsoir. Merci, bonsoir Etienne. Bonsoir à tous les téléspectateurs de l'Equinox. Et bonsoir surtout au président. D'accord. Alors, Maurice Pondo, on note quand même une très bonne santé de Léopard FC de Douala, un club mythique qui est disparu, qui est logé depuis dans les profondeurs de la deuxième division pour le littoral, mais depuis le début de la compétition, nous sommes rendus à la 5e journée, si je me trompe, et c'est un parcours sans faute pour Léopard. Disons qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons livré 5 rencontres qui ont été sanctionnées par 4 victoires et un match nul. Et ça fait que nous sommes pour l'instant 3 premiers dans ce championnat, dont le Léopard suivi de Caïman et de Loris Club de Douala. Mais je dis d'entrée que c'est un championnat extrêmement difficile parce que sur 12 clubs, on ne prendra qu'un seul pour aller aux Interpôles. Donc je pense que nous allons nous battre pour nous retrouver au finish à la tête de ce championnat. Exact, puisque c'est le meilleur qui devra donc représenter la région du littoral lors de ce concours d'accession en élite tout. Je propose donc à présent, pour planter le décor, de revenir sur cette rencontre, l'une des rencontres de comptant pour la 17e journée. La dernière journée de la phase aller du championnat Elite 1, c'était donc du côté du stade Omnisport de Kwekon où Feuché FC accueillait Dragon de Yaoundé. Large victoire de Feuché FC devant Dragon de Yaoundé, 3-0. C'est sous la narration de Jean-Paul Chignat. Et triant 3-0 le Dragon de Yaoundé, Feuché de Bandjoun boucle sa dernière journée de la phase aller sur une belle série de victoires. La 4e depuis l'apparition du coach Aboubakar Souleymanou sur le banc technique à la 13e journée. Je ne peux être que comblé parce que depuis mon arrivée, ça fait déjà 4 matchs, 4 victoires. Ça prouve qu'il y a une bonne entente, n'est-ce pas, avec ces jeunes que j'ai trouvés sur place. C'est vrai, au départ, il y avait eu aussi du boulot. Donc je ne suis que venu apporter du mien. Déterminés à faire un bon résultat à cette 17e journée, les joueurs de Feuché donnent le ton dès la 11e minute. But sur pénalty de Franklin Guéa-Tchoboumou, suite à une faute indiscutable de la défense du Dragon. Étant déjà en confiance depuis 3 matchs,
il me fallait marquer déjà le 4e but pour mon 4e match consécutif. Et c'est pourquoi je n'ai pas tremblé devant le pénalty, sachant que c'était un objectif pour moi de marquer en cette journée. Tranché au vif dans sa chair, Dragon tient à penser sa blessure en revenant au score. Mais contre toute attente, sa défense se fissure sur un tir puissant de Serge Patrick Kombou à la 25e minute. Cherchant tout au moins à sauver l'honneur avant la pause, le Dragon se fait surprendre une fois encore sur ce coup de génie de Aristide Nga Aïssi à la 41e minute. J'ai bien fait l'appel à l'intervalle. Qui m'a fait la passe. Bon, Tchébemou a fait aussi l'appel. Je me suis dit, je peux utiliser l'appel de Tchébemou pour croiser le ballon au deuxième poteau. C'est ce qui s'est passé. Dieu merci, le ballon est passé comme je voulais. Je ne peux que dire merci au Seigneur parce qu'il m'a permis de clôturer cette phase aller avec un but. À la deuxième manche, Dragon menace, mais manque d'efficacité de sang-froid devant les buts adverses. Loupant par 4 fois sa cible, à la grande déception de son attaquant, Roméo Mengue et Kanga. Cette équipe nous a beaucoup surpris dès l'entame de la mi-temps de la première période. On ne savait pas qu'il allait pousser le bouchon un peu plus loin et prendre les buts de l'entame de la 20 premières minutes 2 à 3-0. Bon, c'est un peu pénible pour nous de marquer malgré les occasions qu'on a aussi un peu ratées. Véritable top match de cette 17e journée par la qualité du jeu des deux équipes et son score 3-0 en faveur de Fethieu, Dragon de Yaoundé a vomi beaucoup d'eau au lieu de cracher des flammes ardentes. Ce qui n'a pas marché, c'est déjà à l'entame du match, on a pris rapidement un but, peut-être je peux dire contre le cours du jeu. Et ensuite le deuxième est venu, le temps de se recadrer, peut-être qu'il était déjà trop tard, mais je pense que sur les 60 dernières minutes, on a été véritablement présent. On a eu des occasions qu'on n'a pas aussi pu mettre au fond. J'appelle ça, c'était un jour sans pour le Dragon cet après-midi. Clôturant sa phase aller sur une série de 3 victoires à domicile et un succès 2-0 sur Yon Sport à l'extérieur, Fethieu Soulaire Aboubakar Souleymanou a surtout dynamisé son attaque avec 7 buts inscrits sans en concéder le moindre depuis 4 journées. La clé, c'est beaucoup plus l'engagement. Parce que nous avons sur le plan, parce qu'au départ, il y avait un petit problème de replacement et ainsi de suite, un problème tactique. Bon, maintenant, nous avons pu résoudre ce problème. Et aujourd'hui, comme il est question de partir tout de suite à la trêve, il est question que les gars donnent le maximum d'eux-mêmes et ils l'ont fait. Donc à partir de demain, ils vont se reposer. Du côté du Dragon de Yaoundé, tout comme chez Fethieu de Banjoun, le corps et les jambes sont désormais au repos de la trêve, mais avec dans les esprits la reprise imminente de la phase retour, étape déterminante dans la lutte pour le maintien, ou alors jouer les premiers rôles dans le tableau d'ici la 34e et dernière journée de Ligue 1, saison 2017. Merci à vous, Jean-Paul Chouniat, pour ces images de la rencontre qui a opposé donc Fethieu FC à Dragon de Yaoundé, large victoire, 3-0. Alors, Maurice Pondo, vous connaissez très bien ces équipes puisque vous avez passé le clair de votre temps avec des équipes de Ligue 1, Dragon Fethieu FC qui est donc vainqueur de Dragon de Yaoundé 3-0. C'est une victoire qui vous surprend, vous qui maîtrisez un peu bien ces déformations? Disons qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que Fethieu est en pleine reconstruction et vous voyez au niveau de leur banc de touche, il y a un grand changement là-dessus. Et le coach Souleyman nous a apporté sa touche. Je crois que le résultat reflète au travail qui a été accompli. Alors, Faustin, donc quand on regarde quand même les 4 premières équipes, on a Eding, UMS, Stade Rennais et Fethieu FC, c'est vrai qu'on aura le classement général après les rencontres qu'on a proposé de vous faire regarder. Quelle réaction est-ce que ça vous permet? Nous, on constate quand même que parmi ces clubs, il n'y a aucun club de renom que l'on connaît quand même sur la scène camerounaise. Qu'est-ce qui se passe? Ces clubs dits de petits poussins ont décidé de damer le pion au club mythique? Non, ils se sont mis au travail. Si vous avez parlé tout à l'heure de la Ligue régionale, il faut se réjouir qu'au niveau de la Ligue régionale, les clubs mythiques se sont mis au travail. Eding Sport de la Léquier est une très bonne équipe. Je pense qu'ils ont essayé de bâtir un très bon groupe. Et les résultats payent. UMS est un peu dans une stabilité aussi, malgré que le président n'aime pas beaucoup avoir des résultats négatifs, mais après tout c'est le sport. Quant à Fethieu, ça c'est la révélation.
On a vu un club qui a mal démarré, mais qui a su très vite, comme a dit le coach, se remettre dans une reconstruction qui a payé rapidement. Aller quand même battre Lyon Sport à Bamenda par 2-0. Il faut le faire, il faut reconnaître que le coach Aboubakar a apporté de sa touche et ça porte des fruits. Ce qu'il faut retenir, c'est que le travail ne trompe pas. Quand on se met au travail, ça paye toujours. C'est l'occasion pour moi ici de faire un clin d'œil positif au coach Anissé Mbaga pour lui dire qu'il a bien appris les leçons l'élémentaire à New Star, c'est-à-dire la rigueur, la discipline, et selon mes nouvelles, c'est ce qu'il applique à Eding, et ça paye, c'est pour ça que ce club est en cette position, et pour l'instant, cette position. Alors, on si je peux ajouter quelque chose qui met très rapidement dans un autre chapitre, le chapitre de l'humilité, parce que le championnat ne se joue pas seulement à la phase aller. Quand il va mettre ces 3 chapitres, et je pense que Eding sera un très bon club, et il sera un très bon entraîneur. C'est vrai, on aura donc les images d'Eding FC de la Ligue et même la réaction de son président. Dans ce programme, le temps pour nous de revenir sur cette rencontre qui a donc opposé Fetché FC à Dragon de Yaoundé au stade Omnisport de Kwekon à Bafoussam, avec notamment, vous savez, la phase à aller est déjà derrière. Les entraîneurs, aussi bien du côté de Dragon que de Fetché FC, plantent déjà le décor pour ce à quoi ressemblera la phase retour pour ce qui est de Fetché FC et le Dragon de Yaoundé. Tous sont au micro de Jean-Paul Chugnat. J'ai fait 5 ans dehors et j'ai décidé de jouer encore dans mon pays. Et j'ai décidé de venir jouer dans le Fetché FC parce que bon, c'est un président qui a fait tout pour me convaincre de venir jouer dans son club. Et j'ai essayé de faire tout pour être avec lui et je pense que avec son club, je vais me relancer encore pour repartir. Finalement, on va essayer de beaucoup travailler durant la crève et se remettre au travail. Partout encore possible, le championnat encore bien loin. Avant dernière journée ici, je vous ai dit, nous on est là pour chasser une place africaine et on a décidé de finir quand même dans les 10 premiers ou les 5 premiers. Là on ne sait pas quand on est. Bon, on va essayer de se concentrer pour attendre la phase de retour pour pouvoir continuer à même lancer et voir si on peut arriver à atteindre nos objectifs. C'est l'équipe africaine cette année. Qu'importe le rang, aujourd'hui, ça a été un championnat très relevé depuis la première journée. Je peux prendre l'équipe qui est à la queue du classement, qui n'est pas facile à jouer. Et dans l'ensemble, je peux dire sincèrement, c'est une très bonne chose de nous faire jouer sur du gazon parce que ça améliore la qualité du jeu. Et difficile de dire quelle était la meilleure équipe, mais toutes les équipes ont été présentes et ont été très très dures à jouer durant la phase aller. Beaucoup d'équipes vont nous attendre et il faudrait que nous-mêmes aussi soyons concentrés davantage parce que Fetché sort de très loin pour être là où nous sommes. Donc on va beaucoup travailler avec l'arrivée du coach Aboubakar qui nous motive davantage. Nous pensons qu'à la phase de retour, on a un mot à dire dans ce championnat. Voilà donc les réactions de ces joueurs en tant qu'entraîneur Maurice Pondo. Quand vous suivez ces différentes réactions, notamment ceux des joueurs, ça signifie qu'ils sont assez conscients que ce n'est pas encore la fin du championnat et que l'objectif reste encore très très loin à atteindre, c'est-à-dire celui de finir parmi les 3 ou alors les 2 premières équipes à la fin du championnat. Bien sûr, parce que quand on suit ces réactions-là, ça veut tout simplement dire qu'au niveau de la phase aller, ça n'a pas été facile. Ils comptent améliorer leurs performances par rapport à la phase retour pour ne serait-ce qu'occuper une place plus meilleure que celle qu'ils occupent aujourd'hui. Donc je pense que pour l'instant, il faut encore compter sur tout le monde, que ce soit au haut du classement que au bas du classement. Tout encore à jouer parce qu'il faut noter, on aura d'ailleurs le classement tout à l'heure, mais je propose qu'on revienne d'abord, puisqu'on a la chance d'avoir le premier vice-président de la Ligue de football professionnel, créée en 2010 avec entre autres pour mission de dynamiser et de construire le football professionnel. Et Faustin Dom, que vous avez suivi tout à l'heure, un entraîneur qui se plaisait de jouer quand même sur du gazon, alors qu'on constate encore que certaines rencontres se disputent sur du terrain nu. Comment expliquer cela? Non, c'est l'occasion ici d'expliquer qu'on a eu des difficultés en début de saison à avoir tous les stades gazonnés. On avait un projet Tchang, Bafang et Mbouda. En Mbouda, on a commencé à faire les travaux avec la collaboration de la mairie et puis les dirigeants de Bamboutos. Le travail a été fait à moitié. Malheureusement, Bafang et Tchang n'ont pas décollé. Et on a eu le stade à Kambé qui
nous a posé un peu de problème. Il fallait faire un choix. Alors on a fait un choix transitoire, c'est de permettre quand même à Bafang, à Tchang et à Kambé de jouer dans leur stade. Ça a été un choix difficile. Ça a été un choix difficile. Mais pour le reste, reconnaissez quand même qu'on a quand même franchi une étape. On a quand même plus de 2/3 des matchs qui se jouent dans des stades gazonnés. C'est ça qui fait la beauté du championnat. C'est ça qui fait la beauté du championnat. On a encore quelques difficultés avec quelques gens qui ne comprennent pas que le monde bouge. Que le monde bouge. Je vais le dire officiellement, c'est le cas de Douala. Où ici, on est comme on se croit au Kosovo. Un directeur de stade peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Mais là, on va certainement, c'est un dossier qu'on a sur la table. Mais ça signifie que quand vous constatez que quelque chose ne marche pas, c'est également de votre responsabilité. Non, on essaye de crier un peu plus tôt et de montrer la voie. Non, on ne va pas faire comme les autres. C'est-à-dire que nous avons choisi la voie de la discussion, de la négociation. Vous savez qu'on a eu un cas à Yaoundé, où il y a eu une recette de 2,9 millions. Et le responsable du stade, le directeur du stade, à lui seul, s'est retrouvé avec plus de 50% de la recette. Donc c'est des cas qu'on essaie de gérer. On est en sport pour créer une certaine harmonie, mais vous allez voir, les choses vont aller dans le sens positif. On va essayer de le comprendre tout au long de ce programme, du moins pour ce qui est donc de ces bilans que nous allons faire après avoir donc visionné toutes les images de certaines rencontres de la 17e journée. Il faut dire qu'on n'a pas toutes les rencontres, mais on a quand même, du moins c'est les plus belles de cette 17e journée et dernière journée d'ailleurs du championnat donc de Ligue 1. Vous avez donc en image la rencontre qui a donc permis de connaître le champion honorifique de la phase donc allée de ce championnat. La rencontre opposée donc au stade annexe Omnisport numéro 1, opposé donc Eding FC de la Léquier et la formation de UMS de Loum. Et comme vous voyez d'ailleurs à l'image, c'est Eding FC qui a ouvert le score, mais il s'est rapidement vu rattraper au score par la formation de UMS de Loum qui a même allé un peu plus loin en menant au score 2-1. Donc il a donc fallu aux poulains de Anissé Bargafoui d'aller puiser vraiment dans leur profond pour voir d'abord ce penalty qui donc a permis donc aux équipes de rétablir l'équilibre 2 buts partout au stade annexe numéro 1 et c'est pratiquement aux ultimes minutes de cette rencontre qu'il y a eu ce but assassin qui a donc permis à à Eding Sport de la Léquier de remporter ce titre honorifique et leur entraîneur porté en triomphe. Maurice Pondo, c'est des images quand même qui font plaisir, des joueurs qui sont satisfaits du travail effectué par l'encadrement technique. Et tout à fait, tout à fait. Ça fait énormément plaisir parce que au bout du compte, les joueurs ont reconnu que le travail fait par l'encadrement technique était super. Et comme disait le président tout à l'heure, c'est une équipe qui a fait une très très bonne préparation et aujourd'hui les résultats ne peuvent que suivre. Je vais donc vous permettre de suivre le président de la formation d'Eding de la Léquier. Il s'agit de Saint-Fabien Vogo qui s'exprime donc après le sacre de son équipe comme champion honorifique de la phase allée du championnat MTN Elite One. Bon, heureux surtout sur la qualité du spectacle que les équipes de MTN Elite One et même Elite nous produisent et l'esprit de fair play qui a prévalu malgré l'enjeu. Les 22 acteurs ont produit un spectacle merveilleux avec mon esprit et je dirais tout à fait. Les enfants ont progressé sur le plan technique et sur le plan mental. Les coachs ont fait un travail merveilleux. Eux aussi, ils ont bien assimilé les caractéristiques qui font un bon joueur professionnel, qui ont un travail très dur, rester équilibré et rester humble. Je crois qu'il n'est jamais s'avoué vaincu, quel que soit tant qu'il y a un match, tant que la vie n'a pas déplé pour continuer à jouer et rester conquérant. Alors, Eding FC de la Léquier, au terme donc de 17 journées, on a ses performances. Eding s'en sort donc avec 34 points, 9 matchs gagnés, 7 nuls pour un seul match perdu. Sur les 16 rencontres, c'est quand même une grosse performance qu'une équipe qui a à peine 3 ans en Elite One. Non, c'est une bonne performance. Nous qui suivons notre championnat, on n'est pas très surpris. On est peut-être surpris par la régularité de leurs résultats. On sait que c'est une équipe qui a fait une très bonne préparation, puisqu'on a eu à discuter le transfert de certains de nos joueurs, que ce soit Kalati, que ce soit le jeune Chamo. C'est une très bonne équipe,
Mais le championnat n'est pas terminé, il faut seulement continuer à travailler. Vous avez remarqué, je pense que c'est le joueur de Fetch qui a dit quelque chose de très important, de la concentration. Et le président a ajouté quelque chose. Tant qu'on n'a pas sifflé la 34e journée, il faut être très humble et très modeste. Mais l'euphorie, c'est permis pour quelques heures, pour quelques jours, c'est normal. Mais moi, je pense que Eding, ça sera un club avec lequel il faudra compter dans ce championnat. Exact. Autre chose qu'il faut peut-être déjà remarquer, vous avez vu que les clubs sont très bien habillés. Ça fait plaisir de voir que aujourd'hui nos clubs sont dans une tenue un peu plus confortable, coach. Et on reviendra sur les termes notamment de votre partenaire, le nouveau partenaire qui était parti en 2013 et qui est revenu cette année. Alors, entre le coach Maurice Pondo, quand vous avez affaire à ce type de joueurs qui viennent d'être sacrés champions de la phase aller et qu'il y a une trêve qui va quand même durer sensiblement 2 semaines, comment est-ce que quel est d'ailleurs le conseil que vous donnez à ces joueurs pour qu'ils maintiennent le rythme lors de la phase retour de la compétition? Et évidemment, c'est les conseils qu'on peut prodiguer à ces jeunes-là, c'est de ne pas rentrer dans le désordre. Parce que nous savons au jour d'aujourd'hui, après des bons résultats comme ça, l'euphorie peut arriver et ils se mettent à gâcher tout le travail qui a été fait à la première partie. Donc, pour moi, je pense qu'il faut tout simplement rester concentré comme ils l'ont eux-mêmes dit, pour qu'ils abordent très bien la seconde partie. Est-ce qu'il y a moyen de surveiller de très près ces joueurs dans le contexte actuel au Cameroun? Je pense non. Je pense non, parce que ces joueurs, c'est vrai, on dit notre championnat est professionnel, mais ces joueurs, tous, ne sont pas pratiquement professionnels. Peu d'entre eux comprennent là où ils veulent aller. Et pour les autres, c'est juste match par match, ils vivent. Donc je crois que la seule chose à faire là, c'est de leur donner les conseils par rapport à la suite du championnat et d'accepter de mettre vraiment ces conseils en pratique. Voilà, mettre ces conseils en pratique, c'est-à-dire ne pas dormir sur l'oreiller et être toujours éveillé pour que ce soit la même performance lors de la phase retour. Alors, on va vous proposer à présent les autres images notamment de la rencontre qui s'est disputée au stade de Limbé et qui opposait donc New Star de Douala à Colombe-Dudja. Le score de la partie, c'est de 2-1, quoique ce soit les visiteurs Colombe-Dudja qui ont donc ouvert le score sur ces installations du stade de Limbé. Vous avez d'ailleurs en image, donc c'est Colombe qui a ouvert le score. Et il a fallu la deuxième mi-temps pour que les joueurs de New Star de Douala puissent revenir au score, un but et ensuite 2 buts, le but de la victoire qui a donc permis à New Star de prendre les 3 points mis en jeu pour cette journée et ces dernières journées d'entamement de la phase aller du championnat Ligue 1. Mais il faut noter que malgré cette victoire de New Star reste toujours dans la zone rouge, notamment la zone des équipes relégables si jamais le championnat venait à s'arrêter à ce niveau de la compétition. Alors Faustin Domko, on a l'impression, c'est l'impression que ça donne, je pourrais peut-être me tromper, que vous mettez beaucoup plus un accent sur vos responsabilités au niveau de la Ligue de football professionnel au détriment du club New Star de Douala, parce que comment expliquer la position qu'occupe New Star? 6 points, 16 points en 17 matchs. Bon, nous on a des raisons objectives et subjectives. Des raisons objectives, nous avons eu le malheur de ne pas avoir le coach principal pendant près de 7 journées. Ce n'est pas facile de commencer une compétition. On a un joueur important, un poste important, le gardien de but, qui malheureusement s'est trouvé sur le coup de 2 signatures. Ce n'est ni la faute des astres, ni notre faute. C'est un dossier qui a été très mal géré sur le plan administratif. Ça nous a coûté, on a presque commencé le championnat. Le coach il a peut témoigner sans gardien numéro 1. Et après, les raisons subjectives, c'est le manque de confiance. Mais d'aucuns ont quand même jugé que vous aviez procédé à un recrutement quand même des joueurs d'un certain âge, et ce qui a fait en sorte que vous accusiez cette contre-performance. Est-ce que ça ne pourrait pas également être une raison? Non, c'est un choix. C'est un choix. Nous avons, c'est-à-dire que l'administration, que ce soit les dirigeants ou le coach ou les coachs, on a travaillé en stricte collaboration. C'est les joueurs qui étaient disponibles sur le marché. Si on avait fait des mauvais recrutements, Coton ne serait pas venu chercher 2 joueurs dans nos rangs. En bas, c'est Bassama. Donc,
C'est une autre préoccupation. Vous êtes en difficulté, c'est l'occasion que vous choisissez pour donner vos meilleurs joueurs à une équipe quand même qui occupe pas très mal placée. Parce que nous jugeons qu'à ce poste-là... Ce n'est pas suicidaire Non. À ce poste-là, nous avons la relève. Par contre, au poste d'avant-centre, on avait un problème. Il fallait à tout prix qu'on puisse enrouler Mbaga Cédric. Donc cela a pesé sur la balance. Et puis, c'est ça les négociations de transfert. Donc, mais... Nous pensons que le travail qui est mis sur pied par le CONJEFA va certainement payer. Nous devons nous mettre doublement ou triplement au travail. Donc, on va voir la phase de retour, comment ça va se dérouler, mais nous essayons de travailler dans ce sens. En tout cas, nous serons là pour rendre compte de l'évolution de cette compétition. On vous donne à présent l'intégralité des résultats. Il faut dire que c'était une 17e journée partielle parce qu'il y avait 2 matchs qui ont été reportés, notamment la rencontre qui oppose Union de Douala à Lyon Blessé et celle qui oppose Coton Sport à Lyon Sport Academy de Bamenda. Les résultats complets donc de cette 17e journée à Limbe, on avait d'ailleurs une image, New Star 2, Colombe 1 à Bafoussam, Fouchi FC 3, Dragon de Yaoundé 0 à Yaoundé. Il y avait 2 rencontres à lever des rideaux des 13h. Canon et Astre, les Astres de Douala se sont séparés 2-2, 0 but partout. Et Ding a pris le dessus sur UMS 3-2 à Tchan, Aigle 2. Unisport du Oncam 1 à Melon, Stade Renard 0, Racine de Bafoussam 0 et à Bamboutos, à Bouddha plutôt Bamboutos 1, à PGS d'Infou pour un total de 15 buts qui ont été inscrits, 5 victoires et 2 matchs nuls. Dans l'élément qui va suivre à présent, Nana Paul Sabin essaye de faire une sorte de bilan de cette phase aller du championnat Elite One. On se retrouve juste derrière. À ce jour, il est impossible de présenter un bilan absolu sur la première moitié du championnat national Elite One de football. Et pour cause, 3 matchs impliquant des équipes plus ou moins bien classées attendent d'être disputés. Si dans le registre des statistiques, il faut attendre la liquidation des matchs en retard pour établir un bilan, notons cependant qu'au terme des matchs avancés de la 17e journée disputée hier, il ne fait aucun doute que Eding FC de la Lequier est champion à mi-parcours avec 34 points et qu'au fond du classement, les relégables ont pour nom Colombe, Bundja et Lobo, New Stade de Douala et Lyon Blessé de Fortuny. Arrivé il y a 2 ans dans le cercle très fermé de Ligue 1, Eding Football Club de la Lequier effectue sans complexe une première partie de la saison de manière exceptionnelle au nez et à la barbe de cadors tels que Coton Sport de Garoua, l'UMS de Loum, respectivement vice-champion et champion du Cameroun en titre. L'équipe de la Lequier, région du centre, détient aussi la meilleure attaque avec 24 buts inscrits en 17 matchs, soit une moyenne de 1,4 buts par match. Dans son effectif, Raymond Fosso, auteur de 7 buts, artificier en chef du championnat. L'équipe entraînée par Anissène Barga a prouvé en déplacement comme à domicile qu'elle a de l'étouffe. Dans le registre des satisfactions apparaissent également 2 promus, Stade Renard de Melon et Fouchi FC de Banjul. Comme des âmes bien nées, seuls les novices n'ont pas attendu le nombre des années pour prouver quels sont les adversaires aux dents longues. Les grosses déceptions à la trêve sont Union Sportive de Douala, Union Sport du Oncam, New Stade de Douala et dans une moindre mesure, Lyon Sport de Bamenda qui ont souvent joué les premiers rôles dans cette compétition. Avec 20 points au 12e rang, Union de Douala a failli terminer cette première partie dans la zone des relégables. Le club au million de supporters devance le premier relégable Colombe de Dja et Lobo avec 3 points seulement. New Stade de Douala, habitué à des compétitions internationales ces derniers temps, est calmement installé au fond du classement, légèrement au-dessus de la lanterne rouge, l'homme blessé de Fortuny. La seconde partie du championnat est programmée pour démarrer le 18 juin 2017. Les mauvais élèves ont donc 2 semaines pour faire chacun son introspection avant un nouveau départ. Et dans ce registre de mauvais élèves sont situés New Stade de Douala. Alors comment New Stade entrevoit déjà la trêve et le début de la phase retour de l'Elite One? Bon, on leur a donné 112 heures de repos. Ils vont reprendre les entraînements jeudi. On va certainement les garder pendant 2 semaines en stage bloqué pour mieux préparer le match, un match qui est très important contre Fouchi lors de la reprise. Et puis puiser dans les motivations et puis se mettre au travail. En ce qui concerne, on va essayer de renforcer. On va certainement enrôler Mafagna du MS si les échanges se passent bien. Et on a déjà prévu quelques recrutements, quelques ajustements à des postes où nous pensons que nous sommes fragiles. Donc, ça sera. Je voulais juste ajouter quelque chose parce que Paul Sabin est très bon élève, mais il faudra lui dire qu'on va attendre les 2 matchs en retard de Coton
pour voir qui sera effectivement vice-champion. Parce que Coton a un match contre la PGS et un autre contre Yossa. Exact, Coton avait 25 points. 25 en cas de victoire des deux rencontres, on va totaliser 31 points. Il va arracher donc la deuxième position à UMS de Loum, c'est exact. Et rappeler aussi, c'est très important, il faut être complet, dire que, avant qu'on ne parle de ces, il faudrait le rappeler, tous les matchs en retard ici ont été justifiés. On n'a pas eu de report fantaisiste. Donc c'est l'occasion ici déjà de prime abord de féliciter l'administration de la Ligue à travers le secrétaire général qui a eu la maîtrise du calendrier et la maîtrise de la programmation. On avait reproché ça il y a quelques années. Vous avez vu, on a commencé le championnat le 25 février et en 3 mois, quelques jours, on a pu finir la phase. Allez, on va continuer dans ce sens. Et c'est l'occasion d'interpeller les clubs et leur dire qu'il n'y aura pas de programmation ou de reprogrammation fantaisiste. D'accord. Voilà. L'assurance est donnée ici en direct et on vous en tiendra au mot, docteur Faustin. Donc, Maurice Pondo, quand vous regardez quand même la performance de l'Union de Douala, il faut dire que vous avez été au banc de touche de l'Union de Douala en 2010, date de la naissance de la Ligue de football professionnel. Et quand vous suivez la performance de cette équipe aujourd'hui, vous regardez un peu avec recul, puisque vous avez d'autres responsabilités. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cette contre-performance du club mythique quand même de la ville de Douala qu'est l'Union? Je pense que pour moi aujourd'hui c'est la politique qui est mise en place qui amène l'Union à avoir ses contre-performances. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'Union a fait une politique, ou bien fait une politique de jeunes. Et en faisant cette politique, il faut attendre pendant longtemps et obtenir les bons résultats. Donc ce qui se passe aujourd'hui, il faut tout simplement être patient. Je crois que dans les jours à venir, ces enfants vont prendre goût et bien tirer les leçons, surtout de la première partie, pour obtenir les bons résultats à la phase retour. Est-ce que cela n'est pas également dû au fait qu'on puise davantage dans l'Union et que ce soit pour les sélections des U20 ou U23, ça pose également d'un problème de l'effectif, de la qualité des joueurs qui peuvent jouer on peut dire, remplacer ceux qui sont sollicités à les équipes nationales. Bien sûr, tout ça aussi, c'est un élément qu'il faut revoir parce que c'est vrai, l'équipe est constituée d'une vingtaine ou trentaine d'éléments, mais de temps en temps, il faut tout simplement revoir qu'on ne doit surtout pas puiser plus de 3 ou 4 éléments surtout importants d'un club, parce que là, ça nuit au résultat. Donc je pense que l'Union, à la phase retour, pourra vraiment bien se préparer pour aborder cette phase, pour que au niveau de la performance, tout soit bien. Alors Faustin, donc je souhaite à présent qu'on aborde quand même un sujet qui a quand même fait l'actualité pendant cette phase aller du championnat, aussi bien en Elite 1 qu'en Elite 2. Il s'agit de l'arbitrage. Il y a eu plusieurs fois qu'on a eu des cas de contestation des matchs. Et la preuve en est d'ailleurs plusieurs arbitres qui ont été sanctionnés. Je crois que de mémoire de reporters sportifs, on n'en avait jamais sanctionné autant d'arbitres pour trucage de matchs et autres indélicatesses. Alors comment, du côté de la Ligue de football professionnel, vous avez apprécié l'arbitrage pendant cette phase année? Bon, je n'aime pas souvent parler de l'arbitrage, mais comme vous m'interpellez comme responsable de la Ligue, je vais vous donner une approche de réponse. Il y a 3 catégories. Il y a la catégorie des mauvais arbitres. C'est-à-dire, de prime abord, c'est comme des élèves, vous mettez un élève en seconde C, s'il ne connaît pas sa leçon de mathématiques, quoi que vous faites, il sera un mauvais élève. C'est un nombre qui n'est pas très élevé. Et il y a la méforme du jour. Ça peut arriver. On compte quelques matchs. Mais il y a aussi les cas où volontairement, on va prendre le match, un exemple flagrant, je préfère ne pas prendre le mien, Union Canon à Yaoundé. On ne peut pas expliquer que cette faute, l'arbitre ne désigne pas le coup de pied de 11 mètres. Ça ne peut pas s'expliquer. Il est impossible. Les ralentis, tout le monde voyait qu'il y avait faute dans la surface. Qu'est-ce qui se passe? Dans des cas d'espèce, il faut sanctionner. Maintenant, je peux prendre le deuxième exemple. New Star Future en première journée, il est impossible que le juge ne voie pas que le ballon a franchi la ligne. Ou alors il n'a pas vu, ou alors il s'est mal positionné. Bon, maintenant, il y a d'autres cas où il est peut-être démontré au-delà de tout doute raisonnable qu'il y a eu tentative, ou alors il y a eu
volonté de faucher le résultat d'un match. Dans ce cas-là, la Ligue a sanctionné. Mais alors, c'est l'occasion aussi pour moi de dire aussi que les membres de la commission doivent se regarder dans le miroir. Ils doivent regarder et se dire, est-ce que nous faisons objectivement notre travail? C'est là la grosse interrogation, voilà. Parce que quand même... Non, elle n'est pas... Non. Il faut regarder au stade... Une fois que je l'ai dit, ça signifie que ça pose quand même le niveau de ces arbitres. Ce n'est pas... Le niveau des arbitres, on doit s'adresser à la commission centrale. C'est l'occasion d'interpeller le coordonnateur, M. Eve Divan, pour dire qu'on doit revoir la politique de formation de nos arbitres. D'accord. Ça, c'est un chapitre, s'il nous écoute, il peut retenir. Il ne va pas s'en sortir avec la même méthodologie. Nous devons revoir quels sont les arbitres que nous allons désigner en ligue professionnelle. On a une proposition qu'on va faire, par exemple. Nous voyons des arbitres en Ligue 2 qui ont un niveau très élevé par rapport aux arbitres de Ligue 1. Justement, là que j'avais vu, voilà. Qu'est-ce que vous avez prévu comme... Non, on n'a pas prévu. On va faire des propositions. Nous sommes à la phase des propositions. Nous faisons des propositions. Nous ne sommes pas des décideurs au niveau de la formation des arbitres. Moi, je dis aujourd'hui, vous avez des arbitres en Ligue 2 qui ont un niveau plus élevé que certains en Ligue 1. Donc la question se pose. Est-ce qu'on va passer à une réforme, avoir des arbitres du championnat professionnel, de telle manière que quand il faut désigner, on désigne que les meilleurs. On voit un arbitre qui est en Ligue 2, qui peut faire, excusez-moi du mot d'emprunt, qui peut faire la job ou le job, mais qui reste canté en Ligue 2. Donc ça, c'est une proposition. Deuxième proposition, il faudra peut-être qu'on reprenne ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire, le recyclage des arbitres doit se faire peut-être mensuellement. Parce que ça va vite. Ça va très vite. Notre championnat professionnel aujourd'hui, les arbitres aussi doivent se mettre en ligne. Et maintenant, on a essayé d'être dissuasif. On a sanctionné les arbitres. Il faut le préciser, c'est 17 en Ligue 1 et en Ligue 2. Et il est important de dire que ces arbitres sont revenus. Beaucoup sont revenus avec de très bons niveaux. On a vu un arbitre hier, M. Malfoulé, qui pour moi a fait un match avec une note très acceptable, alors qu'il sortait d'une sanction. C'est ça qu'on souhaitait revoir. D'accord. Parce que l'important ici, c'est quoi? L'important ici, c'est que les matchs doivent se gagner dans le stade. Vous savez, il y a deux formes de corruption. Il y a la corruption passive et la corruption active. Parce qu'il y en a qui téléphonent, qui disent aux arbitres, voilà, faites bien ce match pour telle équipe, c'est une équipe de souveraineté. On entend ça souvent. Vous faites bien de parler de ce cas de corruption parce que ça fait également partie de ce qu'on a observé pendant la phase allée. Il y a eu des cas d'aveux de corruption de certains responsables. Non, il n'y en a pas eu pour cette année. Il n'y a pas, non, il n'y en a pas eu pour cette année. Car on a eu, je ne sais pas les contemporains, vous devez certainement savoir à qui est-ce que je fais allusion, mais on n'a nullement suivi aucune sanction venant du côté de la Ligue de football. Est-ce que c'est une façon un peu de baptiser ou alors d'accompagner les patons voilés, vous laissez faire certains présidents? Non, vous êtes une télévision assez sérieuse, il faut rétablir les faits. L'année dernière, on a eu des cas avérés où il y a des matchs qui ont été faussés. Et la Ligue a pris la décision de mettre sur pied une commission d'enquête. Cette commission d'enquête a fait son travail. Il faut bien suivre. Cette commission d'enquête ne peut pas faire les enquêtes et juger. C'est-à-dire, c'est comme un juge d'instruction qui donne au juge. Ça va évoluer. Pour cette année, on n'a pas encore eu des cas. Donc ça signifie que la commission d'enquête, depuis l'année dernière, n'a pas rendu son... Non, elle a rendu sa copie. On est à la phase où on va étudier ce qu'il y a eu. On a commencé à tirer des leçons. Il y a des recommandations qui ont été faites. La première recommandation forte, c'était celle de proposer de modifier la composition de la commission de désignation des arbitres. Et on a été imaginatif. La personne qui est à la tête, c'est le président de cette commission d'enquête, qui dirige aussi cette commission de désignation des arbitres. C'est l'occasion pour nous ici, quand je dis nous, c'est-à-dire tous les responsables, nous souhaitons que cette commission puisse faire son travail avec toute objectivité. D'accord. Se mettre à l'écart des pressions proches ou lointaines. Se mettre à l'écart des pressions proches ou lointaines. Parce qu'on a déjà quelques échos de pressions qui arrivent de gauche et de droite. Donc, cette commission doit être très sereine. Être très sereine. Parce que si aujourd'hui il y a des pressions de tous bords, il faudrait que ça soit dénoncé. Parce que il ne faut pas seulement dire que ce ne sont que les présidents de club.
On a des informations. On a beaucoup d'informations que nous pouvons démontrer. Hein. On a beaucoup d'informations qu'il y a des tentatives de faire pression sur cette commission pour ne pas faire de manière indépendante et de manière sereine leur travail. On fait donc confiance à cette commission pour qu'elle puisse permettre à ce que ce type d'attitude ne puisse plus être observé dans ce football, notre football que nous voulons professionnel. Alors Maurice Pondo, pendant également cette phase aller, on a également noté qu'il y a eu une certaine instabilité au niveau des bancs, de l'encadrement technique. Et j'interpelle vous en tant qu'entraîneur de football, comment est-ce que vous vous sentez quand vous voyez un de vos collègues limogé parce qu'il y a eu incompatibilité d'humeur avec un responsable club ou alors parce qu'il y a eu un mauvais résultat? Tout comme fait, notre job c'est ça. Notre job c'est ça. Nous savons tous que un entraîneur de football, quand il signe son contrat, son sac doit être à côté. C'est-à-dire que dès que cette situation arrive, disons un mauvais résultat, il est prêt à partir. Mais nous pouvons tout simplement décrire la situation qui s'est passée à Loum. À Loum, tout simplement, pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui, si nous regardons, Loum, c'est une équipe qui est réputée changer plusieurs encadreurs sur son banc de touche. Et je crois que moi et mes collègues, nous sommes regardants de ce côté-là et nous pensons vraiment collaborer pour que cette situation ne nous arrive plus. Et vous interpellez notamment la Ligue de football professionnel parce que, faut savoir que vous allez peut-être le débattre, mais il existe quand même une barrière sécuritaire qui ne devrait pas permettre à un président de club ou à qui d'autre de partir dégradé pour arriver au niveau de la main courante. Ce qu'on a observé à Loum, ça signifie également qu'au niveau de la sécurité, il y a quand même quelques failles. Il faut améliorer ça lors de la phase retour. Ok. Je pense que vous soulevez un débat. Je suis content d'avoir sur le plateau quelqu'un qui a travaillé avec moi. Donc je peux prendre un exemple. Il pourra vous dire non ou oui. Non, mais nous allons parler. Si votre exemple tout va bien. Non. Ailleurs, on a des je vais dire, on va parler de manière générale. Dans l'incident que nous avons eu à Loum, on aurait souhaité que la faute soit d'un seul côté. Il faut reconnaître ici, coach, que oui, tout le monde connaît le président Kwemo dans son esprit gagneur. Même nous, on a eu à dire en interne, à dire président, c'est un jeu, on peut gagner, on peut perdre, on peut faire match. Vous n'avez pas pris des décisions fermes pour que ça ne se produise plus. Non, 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 laissez-moi terminer. Ce n'est pas moi qui vais prendre la décision, ce n'est pas la Ligue qui vient prendre la décision dans le fonctionnement interne du club UMF. Mais nous pouvons attirer l'attention sur certains faits que nous pensons positif ou négatif. Mais quand un incident survient au cours d'une rencontre organisée par la Ligue de football, Étienne, est-ce que vous pouvez me laisser terminer? Est-ce que vous pouvez me laisser terminer? Si vous prenez les images, vous regardez les images, je vous dis aujourd'hui, si moi je suis président de la commission, je vais sanctionner et le coach Ndjonkep et le président Kwemo. Je vais sanctionner le coach Ndjonkep parce qu'on ne peut pas avoir une telle réaction devant n'importe quelle situation. Il faut garder son sang-froid. Maintenant, une fois que j'ai dit cela, maintenant, n'allez pas me dire qu'il va dévoiler toutes nos conversations ici entre le président Kwemo et moi. Mais vous pouvez être sûr qu'en interne, nous le disons. Nous disons, président, tu as une très bonne équipe. Tu as de très bons joueurs. La preuve, UMS sera minima 3e de ce championnat. On ne peut pas encore le dire parce que ce n'est que la phase. Oui, je dis minima pour la phase aller. La phase aller, oui. Pour la phase aller. C'est une certitude. Donc, moi je souhaite, je le dis sincèrement, je souhaite que le président comprenne. Bon, maintenant, au niveau de la barrière sécuritaire, quand même, parce qu'il faudrait que l'encadrement technique et tous les acteurs soient quand même à l'abri de cette mesure de protection, comme sur d'autres stades. Bon, comme sur d'autres stades, vous n'allez pas nous faire des leçons. On a vu dans d'autres championnats. On ne vous fait pas des leçons, ce sont des constats. On a vu dans d'autres championnats, le président Nicolin se retrouver dans des zones qui sont autorisées. Et je dois vous dire ici que si vous prenez l'image, il y a eu des champs de voix entre un président et son entraîneur. Il n'y a pas eu des cas de sécurité. C'est pour ça que vous reprenez les images. C'est une situation à déplorer. La Ligue déplore cela. Moi, en tant que premier vice-président, je déplore. En tant que quelqu'un qui a eu le coach Ndjonkep comme entraîneur, je le déplore. Et je pense que on a essayé de parler au coach, on a essayé de parler au président. On va tout faire pour que ce genre de situation ne se reproduise plus. Mais seulement, quand ça se produit, nous devons gérer ça dans les manières les plus élégantes.
C'est compris. Alors, on va donc marquer un autre arrêt dans ce programme pour revenir sur cette cérémonie d'installation. Je le disais à l'entame de ce programme que l'Académie nationale de football a déjà ses responsables nommés par décret présidentiel installés dans leur fonction. C'était à Yaoundé en présence du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Issa Ayatou. Karl Eno, Gatchou et Eloi ont donc pris leur fonction. C'était en présence de notre reporter Axel. C'est avec un pincement au cœur que Karl Eno Gatchou quitte l'équipe nationale de football féminin du Cameroun. C'est dommage parce que je crois qu'on avait déjà une belle équipe, on s'était fixé certains objectifs, mais il faut savoir que dans la vie aussi, parfois il faut d'autres challenges. C'est un nouveau challenge qui s'ouvre à moi et je vais me donner à 100% tel que j'ai toujours fait partout où je suis passé. L'ancien sélectionneur des Lions Indomptables va désormais diriger l'Académie nationale de football. Créée par décret présidentiel, l'ANAFOOT a pour mission d'impulser une gestion rigoureuse du football camerounais adossée sur des techniques modernes d'encadrement et des programmes et projets bien déterminés. L'Académie nationale de football devra être le moule privilégié de formation qui conférera aux Camerounais plus d'organisations efficientes dans le travail, plus de détermination dans l'action, plus de persévérance dans l'effort pour toujours tendre vers le pouvoir plus et s'approprier l'esprit de conquête, la culture de gagnant dans les compétitions engageant l'honneur de notre pays. Installé dans ses fonctions comme tout premier directeur général de l'ANAFOOT, Karl Eno Gatchou a bien conscience de la mission qui l'attend. Les missions de l'ANAFOOT sont tellement énormes. Déjà au niveau des jeunes joueurs, les former pour qu'ils soient les athlètes de haut niveau, former les formateurs parce qu'il faut d'abord commencer à former ces formateurs qui vont travailler avec ces jeunes. Ajouter à cela, il y a beaucoup de volets, par exemple tout ce qui est lié au football. Donc nous devons revoir cela. Et nous pensons que c'est vraiment une tâche énorme. Mais pour le moment, il faut d'abord travailler sur les textes, il faut travailler sur l'organigramme, travailler sur certains statuts et voir comment on peut lancer cela. Créée il y a une dizaine d'années, l'Académie nationale de football, pour l'instant, est logée au deuxième étage de l'immeuble abritant la direction des stades de Yaoundé. Karl Eno Gatchou y travaillera avec Jules Eloi Minjeme comme directeur général adjoint et Issa Ayatou comme président du conseil d'administration. Il bénéficiera dans un premier temps de la collaboration des personnels du MINSEP et de la direction des stades, personnel avec qui il a eu un premier contact après son installation. Voilà donc la nouvelle équipe dirigeante donc, qui a pris fonction de l'ANAFOOT. Maurice Pondo, un entraîneur de football, Karl Eno Gatchou, porté à la tête de cette sélection. Mais il y a eu quand même beaucoup de bruit autour de cette équipe dirigeante. Quelle est la lecture ou l'appréciation que vous faites de ces responsables nommés à la tête de l'ANAFOOT avec quand même cette lourde responsabilité de redynamiser le football jeune qui, il ne faut pas qu'on se fasse la fine bouche, se porte pas très bien au Cameroun? Moi, je peux tout simplement dire que c'est la récompense d'un travail bien mérité. Karl mérite vraiment ce poste et nous allons tous, nous, avec l'association des entraîneurs, l'aider à distance, chacun à son niveau, pour qu'il puisse réussir. Cette aide, ça va se résumer à quoi? Parce qu'il faut dire que l'ANAFOOT reste beaucoup plus sur du papier. Il n'y a pas encore de balles, pas encore de locaux, pas encore d'infrastructures qui devaient donc accompagner cette académie. L'aide, ça sera à quel niveau? Bon, l'aide, c'est peut-être au niveau des conseils pour l'instant, par rapport au point que vous venez de suggérer, en attendant que les locaux soient véritablement mis en place. Mais je crois que sur le plan du travail, principalement du poste, donc du poste de directeur général, il est prêt vraiment à nous apporter, à être à la hauteur des missions qui sont désormais.
Ok, d'accord. Alors, Faustin, donc il y a quand même beaucoup de personnes qui n'ont pas apprécié le fait qu'on ait retiré Karl Enongachu sur le banc de touche des Lions indomptables avec tout ce qu'il a eu à donner. Est-ce que c'est à tort ou à raison qu'il y a eu ce type de réaction? Moi, je pense qu'à tort. Je pense que c'est Cabral Libri qui va être très content de voir que on a écouté sa mouvance des jeunes et qu'on a nommé à la tête de la NAFOOT des jeunes. C'est d'abord une très bonne chose. Et puis, la récompense du travail bien fait. Je pense que Karl Enongachu mérite bien ce poste et c'est l'occasion pour moi ici de féliciter le choix du premier sportif camerounais et surtout dire comme le coach qu'il doit se mettre au travail. Je dois vous dire quand même qu'il y a des locaux provisoires. Il y a tout un étage de la direction des stades bien aménagé qui sera utilisé pour eux et qui sera utilisé par eux. Donc, il faut qu'ils se mettent au travail. On sera dans la première phase, sera la phase de la mise en place de la NAFOOT. Vous savez que beaucoup de textes restent à compléter. Je pense que le conseil d'administration devait se réunir d'un moment à l'autre pour finir tout cela. Il faut déjà féliciter qu'on ait eu très rapidement, je veux dire au moins 18 mois, quelques temps avant la Coupe d'Afrique des Nations de 2019, qu'on ait pu avoir. Parce que la mission principale, ce serait effectivement la formation de nos jeunes footballeurs. Quand on dit formation, c'est dans le sens global. Pas seulement taper au ballon, mettre une politique sur pied de la formation de nos jeunes footballeurs. Alors d'accord, on rappelle donc que Joseph Ndoko a donc remplacé Karl Enongachu comme l'entraîneur des Lions seniors, parce qu'il faut dire qu'il y a eu réaménagement au niveau de l'encadrement technique des équipes des sélections inférieures, du moins pour ce qui est des U15. Les U15 ont désormais un nouvel entraîneur, tout comme les U17, mais il s'est posé un certain nombre de préoccupations que les acteurs du football, et certainement j'ai la chance d'avoir un entraîneur avec nous sur ce plateau, on a limogé l'entraîneur des U17 pour mauvaise performance. Il s'agit notamment de Bertin Ebolé lors de la récente CAN au Gabon, ce qui a également été le cas pour l'entraîneur des U20 qui a également été limogé, mais on constate que celui des U15 a plutôt été promu au poste de 17 des U17. Comment expliquez-vous cette procédure de la Fédération camerounaise de football? Je pense qu'on veut tout simplement, on a fait tout simplement confiance à mon collègue entraîneur, tout simplement parce qu'il maîtrise un peu le football jeune. Il faut ici dire Diallo Siwe, qui est parti de moins de 15 ans avec la piètre performance, il ne faut pas se l'en cacher, des U15 au tournoi de Montaigu, et qui a donc été promu chez les U17. Je crois qu'on l'amène à cette étape parce qu'il maîtrise un peu le football jeune et il pourrait apporter un peu de son expérience à ce niveau, donc aux enfants de U17. Parce que quand on regarde un peu la formation de l'Union aujourd'hui, elle semble être dans ce sens. Donc, je crois qu'il faut tout simplement lui faire confiance et attendre, comme on dit, le travail. On jugera le maçon au pied du mur. Alors, Faustin Pomke, c'est la casquette de président de club que je veux maintenant solliciter. Vous avez donc des entraîneurs qui ont été limogés pour contre-performance. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Je suppose que quand vous étiez à la tête soit d'Union et même actuellement à Nyosa, vous avez également eu à prendre ce type de décision et que cet entraîneur qui vient d'être limogé pour cette sélection contre-performance soit promu à un autre poste supérieur. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Est-ce que ce n'est pas une décision d'une poids, deux mesures? Deux poids, deux mesures? Vous allez m'excuser, mais dans le cas de Joseph Siwe, je préfère ne pas répondre. Non-ingérence et indifférence totale. Je préfère ne pas faire de commentaires sur ce cas-là. Mais pour les autres cas, le cas de l'entraîneur junior, moi je pense que lui-même avait déjà dit que s'il n'avait pas de bons résultats, peut-être parce qu'il a la culture anglaise, que s'il n'avait pas de bons résultats, à Choubesson, que s'il n'avait pas de bons résultats, il allait laisser le plancher, comme on dit. Donc, dans le cas de coach Ebolé, moi, j'aurais pensé qu'on pouvait être un peu tolérant. Parce qu'il faut quand même reconnaître que nous étions dans une poule très élevée. Malheureusement, le premier match de 4-0 ne nous a pas aidés. Mais le coach est là. Coach, vous voyez, c'est ce que je dis souvent. Et en plus, c'est le contrat de rendement. Vous ne donnez pas de rendement. La décision est là.
il faut donner la place à un autre. Là, je suis d'accord avec vous. Sur cet aspect, je vais vous prendre le mot. Il y a eu les U23 qui étaient à la coupe, au tournoi de Bakou. Cette sélection est rentrée sans une moindre médaille de cette compétition, mais tout l'encadrement technique est en place. En place. Là, il faut porter... maintenant, je vais jouer le rôle d'avocat dans ce cas-là. Je sais que Sam Séverin va pas être d'accord avec moi, mais je vais jouer ce rôle. Nous sommes quand même allés en demi-finale. Nous sommes dans la logique. Oui, non. Dans votre logique, quand il n'y a pas de performance. Il n'y a pas de performance. Mais quand vous avez une équipe comme celle qu'avait Richard Towa, nous allons en Azerbaïdjan, nous finissons parmi les quatre premiers. Reconnaissons quand même que le résultat est tout de moins acceptable. Je dis bien tout de moins acceptable. C'est un tournoi, les Jeux, c'était des Jeux. Oui, mais vous avez des grandes formations comme le Maroc. On doit au moins savoir une médaille. Pas forcément des médailles. Devant l'Azerbaïdjan, devant l'Oman, ce sont quand même des fous de le Maroc, c'est quand même une grande nation de football. L'Azerbaïdjan était le pays organisateur. Oman, on peut dire que notre élimination, mais reconnaissons quand même que l'administration de l'Africa Foot a pu peut-être être indulgente vis-à-vis de Richard Towa. Donnons-lui encore une chance, et nous allons juger ce qu'il fera d'ici quelques temps. D'accord, on sera attendu à ce que cette chance soit donnée à tous les autres entraîneurs qui n'ont pas apporté les résultats escomptés. Mais comme il y a l'Académie nationale de football avec ses responsables installés, nous osons croire que le football jeune, qu'il faut l'avouer, se porte mal au Cameroun, au niveau notamment de l'organisation, parce qu'il y a des initiatives privées qui permettent quand même aujourd'hui de donner la chance à plusieurs jeunes Camerounais de pratiquer ce sport roi au Cameroun. Je propose à présent de passer, puisqu'on parle des Lions indomptables, de parler de l'équipe Fagnon, qui est depuis lundi du côté de Malabo. C'est la capitale de la Guinée équatoriale. Ils ont donc choisi ce côté-là pour poursuivre leur mise au vert en vue donc des prochaines échéances. Il y a le match contre le Maroc, il y a la Colombie, mais également la Coupe des Confédérations. Nana Paul Sabah revient sur la séance d'entraînement du côté de Malabo. On se retrouve après. Les Lions indomptables étaient partis d'une mise au vert dans ce stade de Malabo pour gagner la CAN Gabon 2017. Hugo Broos et ses plans y sont retournés pour une autre mise au vert préparatoire à 3 rendez-vous, dont le plus important est la Coupe des Confédérations Russie 2017. Après avoir pris leur quartier à l'hôtel Sofitel de Sipopo, les joueurs de l'équipe du Cameroun se sont retrouvés au stade de Malabo pour un premier entraînement en terre équato-guinéenne. Une première séance d'entraînement à la carte avec au menu un test d'endurance, la vitesse, le pressing et des exercices de conservation du ballon, évalués dans une position entre deux camps en présence de quelques supporters membres de la communauté camerounaise à Malabo. Le staff amené par l'entraîneur en chef Hugo Broos travaille avec un groupe de 18 joueurs. Sur les 23 lions indomptables convoqués, 5 manquent à l'appel. Le gardien de but Fabrice Ondoa, le défenseur Oyongo Bitolo et les attaquants Vincent Aboubakar, Toko Ekambi et Christian Bassogok sont annoncés dans la tanière lundi 5 juin. Les champions d'Afrique retournent à Yaoundé jeudi prochain pour défier le Maroc samedi 10 juin 2017 au stade Amadou Ahidjo dans un match de la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Jean sur le ballon, passe à la vite, lui très en métal. Jean qui la recherche Zabir remet le ballon, un jeu passe pour Guidon qui passe Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Les Lions indomptables qui sont donc du côté de Malabo, il y a encore 3 qui manquent à l'appel. Il s'agit notamment du gardien de but Fabrice Ondoa, du défenseur Oyongo Bitolé, de l'avant-centre Vincent Aboubakar. Tous les autres 20 Lions indomptables sont déjà du côté de Malabo, en attendant bien évidemment la chaude explication entre le Cameroun et le Maroc. Maurice Pondo, on a quand même vu une innovation, on va le dire ainsi, de l'entraîneur en chef des Lions indomptables Hugo Broos, qui, à défaut de l'arrivée de tous les Lions indomptables convoqués, il a sélectionné 10 locaux, mais aucun de ces joueurs évoluant sur le plan local n'a été amené à Malabo.
Oui, je pense que la stratégie de l'entraîneur national, c'est donner un peu le goût aux joueurs locaux pour les amener à comprendre que d'un moment à l'autre, ils peuvent faire partie de cette équipe. Et juste après cet appel, je crois que ça va un peu booster le moral de nos joueurs locaux pour comprendre qu'ils ont de la place aussi. Mais est-ce que vous pouvez accepter que vous êtes en position peut-être de discuter dans votre club Léopard et qu'on prenne deux de vos joueurs, qu'on les amène dans un stage comme ça là, qui ne va aboutir à rien? Et il n'y a pas un souci au niveau de la stabilité de ces équipes qui avaient pourtant besoin de leurs joueurs pour le championnat? Évidemment, ça peut faire défaut au niveau du résultat, mais comme nous voulons tous le progrès de nos joueurs, nous pensons que nous pouvons que leur donner cette possibilité d'esquisser les pas au niveau de Lions. Alors, est-ce que dans la posture d'entraîneur des équipes locales au Cameroun, que dans la liste des 23, il n'y ait aucun joueur quand même qui évolue sur le plan local, ça ne vous gêne pas? Est-ce que ça ne pose pas un souci des niveaux et le niveau des joueurs et même le niveau des entraîneurs? Parce que ça n'explique pas qu'on est dans la liste des 23, qu'on ne retrouve aucun joueur sur le plan local. Je crois que en allant à la CAN, on avait fait confiance à certains joueurs locaux. Mais je crois petit à petit, après ce match amical où on a fait confiance aux joueurs du terroir, je crois que petit à petit, l'entraîneur national, puisque c'est une échéance qui est juste là, ne peut pas faire confiance à nos gardes locaux. Il peut tout simplement prendre les anciens de l'équipe nationale pour former son équipe contre le Maroc. Et je crois après le match contre le Maroc, il peut avoir une idée ou bien un autre choix. Il peut porter son choix à certains de nos gars du championnat local. Voilà. La suite, c'est avec donc les Lions Indomptables qui ont choisi la base de Malabo. C'est cette base que Hugo Broos et Sepoula avaient choisi avant d'aller au Gabon. Et d'après les dits, cette base serait peut-être porteur de chance pour les Lions Indomptables. Vous, en tant que responsable de club, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir ce type de préjugés? Bien sûr. Et ça marche? Félicitations Hugo Broos. Il apprend aussi la culture bantou. Ce qui nous porte bonheur, on est souvent attaché à cela. Malabo nous a porté bonheur pour la CAN. Il a tenu à... Et il y a aussi un choix stratégique, hein, il faut reconnaître. Il a voulu que nos enfants soient bien concentrés pour la préparation. Je tiens à vous dire qu'il marque un point très important pour le match contre le Maroc, malgré que ce ne soit pas un match à grand enjeu. Il tient à avoir une équipe cohérente dans le jeu. Est-ce que justement par rapport à cette rencontre qui compte pour Djuba, parce que le Cameroun étant déjà pays hôte et c'est lui qui organise la CAN 2019, donc c'est juste pour essayer de mettre les joueurs en jambes qu'on a organisé cette rencontre? Non. Que le Cameroun est quand même consulté dans un groupe des éliminatoires, mais est-ce qu'il n'y avait pas la possibilité de donner la chance aux joueurs locaux pour discuter de ces rencontres? Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Nous allons jouer le 13 contre la Colombie. Il faut comprendre ici que, là je parle un peu comme un technicien, nous avons un match important, le 18 contre le Chili. Le coach a besoin de 2 matchs, ce qu'ils appellent des bons matchs de préparation. Donc le match du Maroc est un match très important pour le coach, pour effectivement préparer son effectif pour jouer contre le Chili. Après nous jouons contre la Colombie. La Colombie n'a pas été choisie au hasard. Ils ont presque le même style de jeu que Sud-Américains, que les Chiliens. Donc, pour une fois encore, je vais être d'accord avec le coach pour dire que, vous avez d'ailleurs dit qu'il a innové, même sur le plan de la communication. Il est venu cette fois-ci justifier ses choix devant vous. Je veux dire, vous les hommes des médias, vous dites pourquoi est-ce qu'il a tel joueur, pourquoi est-ce qu'il a tel autre joueur. Moi, je pense que ça a été un choix très stratégique et un choix optimal pour mieux préparer cette équipe pour jouer contre le Chili. Et je peux me tromper, mais je pense que le match contre le Chili va effectivement donner le niveau de notre équipe pour les quelques jours à venir. Alors, Maurice Pondo, s'il était donné à un footballeur professionnel, convoqué dans la tanière, à un joueur local, pour livrer une rencontre comme celle du Maroc, dans quel état d'esprit est-ce qu'ils abordaient cette rencontre? Est-ce que ça sera avec la même motivation que l'entraîneur professionnel qui sait que ce match ne compte pas pour rien, que celui, le joueur qui joue sur le plan local, qui aurait peut-être eu un peu plus de motivation en essayant de taper dans l'œil de l'entraîneur? Effectivement, tout joueur aimerait faire ce style de match
parce qu'il aimerait également rester au sein de cette équipe. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, être parmi les 23, c'est pas facile. Donc je crois que ça soit un professionnel ou bien un joueur local, chacun aimerait être à cette position pour donner le meilleur de lui-même et avoir une place dans le groupe. Alors Maurice Pondo, ne trouvez-vous pas que dans l'équipe des Lions Indomptables, les 23 notamment, retenus par Hugo Broos, il se pose véritablement un problème d'avant-centre, c'est-à-dire des buteurs. La preuve en est que lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations, c'était un défenseur, en l'occurrence Michael Ngandé, qui a terminé en tête, à la tête des buteurs, alors qu'on avait un nombre assez considérable d'avant-centre dans cette formation. Est-ce qu'il ne se pose pas un problème de buteurs dans la tanière des Lions Indomptables? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est peut-être une mauvaise phase à cette époque-là de la CAN. Mais je crois, on a vu après le championnat comment nos avant-centres à leur championnat étranger se sont comportés. Donc ça augure les lendemains meilleurs pour nos prochaines rencontres. Donc je crois qu'il faut toujours faire confiance à nos avant-centres qui sont là. En espérant qu'ils puissent véritablement marquer des buts, parce que c'est le rôle de l'avant-centre. Je vais donc d'ailleurs vous proposer le but de l'un de ces avant-centres des Lions Indomptables. Il s'agit de Christian Bassogor, qu'il faut dire qu'il a livré une dernière rencontre. C'était donc vendredi dernier avec sa formation. Il a donc permis à son équipe d'égaliser avec donc la complicité de la région. On aura donc ce but de Christian Bassogor qui jouait donc vendredi dernier le match de la 12e journée de la Super League du championnat de première division en Chine avec son équipe Hanan. Hanan qui a donc permis donc à sa formation de réaliser un score de parité, un but partout. Il a marqué donc ce but égalisateur à la 12e minute. On a donc cette frappe du pied droit, parce qu'il faut dire que Christian Bassogor joue beaucoup plus du pied gauche, mais c'est une frappe du pied droit qui permet donc à sa formation Henan donc de rétablir l'équilibre. C'était un score d'un but partout. C'est la 12e journée. Le championnat de Chine qui était très couru par les footballeurs africains, notamment des Camerounais. Je vais à présent vous proposer également cet autre footballeur avant d'apprécier leur performance. Il s'agit de Yves Ekwala, et vous me disiez, Maurice Pondo, que c'est un joueur que vous avez eu dans quelle équipe ici? Il était mon joueur, y compris le joueur du président dans l'Union de Douala. Donc au jour d'aujourd'hui, quand on le voit sur des actions pareilles, on ne peut que être fier de lui. C'est-à-dire que partant déjà de l'Union de Douala, c'était déjà un buteur. La différence, c'est que dans l'Union de Douala, Ekwala jouait comme milieu de terrain. Donc, au jour d'aujourd'hui, il s'est transformé en attaquant. Et je crois qu'il a ces potentialités-là, parce que c'est un baroudeur. Donc je crois que c'est pas le hasard. Et les statistiques parlent vraiment en sa faveur, parce qu'on dit qu'il a son 3e doublé qu'il inscrivait dans cette saison avec son club de 2e division, parce qu'il joue au club de 2e division de Xianjiang, c'est en 2e division chinoise. Donc Yves Ekwala également, ça peut également être une opportunité pour, on parlait de tout à l'heure de nos avant-centres, c'est vrai, qui marquent en club, mais qui depuis un bon bout de temps n'arrive pas à produire les mêmes performances à l'équipe nationale. Bon, ça me fait plaisir quand on montre un joueur comme celui-là, puisque le coach sait que nous l'avons déniché ensemble au stade Mbappé-Lépé, il était dans CETEF. Et à l'époque, on l'avait demandé, on l'avait prescrit un régime spécial pour perdre un peu quelques kilos. Ça fait plaisir de voir qu'aujourd'hui, ce joueur a beaucoup évolué. Il faut dire que tout dépend de l'animation du jeu. Et puis tout dépend des joueurs qui s'adaptent à des postes. Vous allez voir Ekwala, il a commencé comme récupérateur, il a souvent joué comme défenseur central. Et arrivé en Thaïlande, il lui avait été recommandé de voir s'il ne peut pas jouer comme attaquant. Et aujourd'hui, vous avez un très bon attaquant qui est l'un des meilleurs buteurs de son équipe. Tout ça, ça dépend de l'animation du jeu. Il faut seulement être discipliné et écouter les consignes du coach, faire ce qu'on vous demande. Et je pense qu'Ekwala a tout à gagner en jouant comme attaquant. Vous savez qu'aujourd'hui, on a un déficit d'attaquants.
Et quand un joueur peut facilement se transformer comme ça en un poste, ça veut dire qu'il a effectivement du talent. Ça fait également peut-être du plaisir de savoir que Christian Bassogog est en forme. Avant donc ces rencontres que le Cameroun, il faut noter que le Cameroun sera dans un groupe assez relevé. Vous l'avez déjà fait mention, il s'agit notamment de l'Allemagne et du Chili. Dans ces circonstances, il va falloir que le Cameroun puisse être véritablement à la hauteur. Et l'Australie aussi. À 100%. C'est vrai à l'Australie, mais on parle beaucoup plus des poids lourds de ce groupe du Cameroun. Le Cameroun qui joue donc contre le Chili et l'Allemagne. Alors Maurice Pondo, c'est vrai que dans le passé, le Cameroun avait déjà eu à jouer contre le Chili. Pour être plus précis, c'était lors des Jeux Olympiques en 2000. Et le Cameroun avait donc gagné le Chili à l'étape des demi-finales. Ils sont donc allés en finale battre la formation de l'Espagne. Est-ce que c'est les mêmes circonstances? Est-ce que c'est dans ce même état d'esprit que les Lions pourraient aborder cette rencontre? Est-ce qu'on pourrait faire des parallèles entre ces Lions de 2003 qui étaient quand même champions du monde, champions d'Afrique, qui étaient champions pratiquement être champions olympiques, qui avaient joué contre cette formation du Chili aujourd'hui? Vous l'avez si bien dit, les hommes, le football a évolué et les hommes ont changé. Et je crois que ça sera un autre match. Tout simplement, pourquoi? Parce que le Chili aujourd'hui, c'est le champion. Double champion de la Copa América. Et nous aujourd'hui, nous sommes champions d'Afrique. Les données changent. Nous serons motivés par rapport à notre titre de champion d'Afrique. Je crois que ça sera un très très grand apport et élément motivateur pour que nous puissions aborder très bien ce tournoi. D'accord. On espère donc que les Lions seront à la hauteur. Alors, je vais vous montrer un autre Lion. C'est le Lion qui a été écarté de la tanière des Lions indomptables parce qu'il n'avait plus de club depuis là. Et bien, bonne nouvelle donc pour Aurélien Chedjou, qui a donc signé, toujours en Turquie. L'ancien sociétaire de Galatasaray a enfin déposé ses balises dans le club Istanbul de Başakşehir. C'était le club de cette équipe. Et donc a fini le championnat actuel à la deuxième position derrière Beşiktaş de Aboubakar Vincent, champion de Turquie. Donc on a Aurélien Chedjou qui va donc renouer avec donc la compétition. Ça faisait depuis plusieurs mois qu'il était sans club. Il a donc signé toujours en Turquie dans sa formation d'Istanbul. La Turquie finalement qui également regroupe un grand nombre de footballeurs camerounais de ce côté. Oui, je pense qu'en Europe aujourd'hui, on a la Turquie. Et non seulement c'est un pays de football aujourd'hui, mais c'est un pays aussi qui paye très bien les joueurs. C'est-à-dire que ce n'est pas comme d'autres pays de l'Est. On a la Turquie, on a la Chine. Il faut aussi reconnaître qu'il y a un pays, la Croatie, où aussi on a de très bons de nos joueurs. On ne peut être que content. Surtout pour Aurélien, qui enfin retrouve une équipe. Et souhaitons qu'il retrouve une stabilité. Parce que moi je pense que c'est un footballeur qui a encore beaucoup de talent. Il faudrait seulement qu'ils reprennent beaucoup la compétition. Est-ce qu'il y a la possibilité que, comme Aurélien Chedjou a enfin un nouveau club, est-ce qu'il y a la possibilité et des réelles chances qu'il puisse encore intégrer la tanière des Lions indomptables? Oui, mais tout dépendra. Oui, tout dépendra de la forme du joueur. Vous pensez n'oubliez pas qu'à ce poste, quelques qui ont démontré. On a Djeté on a la relève, on a Djeté qui est là. Je pense que c'est un poste où on a des joueurs, même sur le plan local. Voilà, effectivement, un poste où on a peut-être quelques joueurs qui peuvent donner satisfaction. Donc, Aurélien doit travailler, surtout être constant. Il faut qu'il joue beaucoup de matchs et certainement montrer au coach qu'il peut encore avoir sa place. Et je pense qu'il ne va pas hésiter. Alors, Maurice Pondo, quel est le compartiment de ces joueurs de Lions indomptables convoqués qui vous donne beaucoup plus d'assurance? Et l'autre compartiment, vous trouvez qu'il y a encore des choses à revoir? Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, le compartiment offensif nous donne beaucoup d'assurance parce que nous avons là les gars talentueux. Et là où nous devons encore beaucoup travailler, je crois, c'est sur les flancs, dont les latéraux. Il va falloir qu'on essaye encore de travailler sur ce point-là pour que dans les jours à venir, nous puissions avoir des bons défenseurs. Il y a quand même l'assurance au niveau des gardiens de but, même comme il se pose quand même cette duel, le coach a tranché. Ce challenge entre Onana, meilleur avec son club, et Fabrice Ondoa, champion d'Afrique. Ça c'est vrai aussi, ça c'est un poste bien sûr qui nous donne satisfaction.
Mais au jour d'aujourd'hui, comme disait le président tout à l'heure, le coach a tranché. Nous avons 2 bons gardiens, mais on doit faire selon l'entraîneur de Lyon, le coach. Il a fait confiance à Ondoa, qui jusqu'à présent lui donne satisfaction. Voilà, une note pas du tout gaie dans ce programme, c'est le football africain qui a une fois de plus été frappé par la mort. C'était donc ce jour, l'ancien international ivoirien, Tchèque Tieto, ancien joueur de Newcastle, qui est donc décédé ce jour en pleine séance d'entraînement du côté de la Chine. Vous l'avez donc en image. Il jouait donc avec son équipe Beijing. Il faut dire que Tchèque Tieto était donc de l'expédition victorieuse de son pays, la Côte d'Ivoire. C'était en 2015. Tieto a été âgé de 30 ans. Il avait compté 37 sélections avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Il s'est donc écoulé en pleine séance d'entraînement. C'était ce jour du côté de Beijing. Une note assez triste quand même, Faustin Domko, une fois de plus. Ces joueurs que l'on croit être en super forme, en bonne santé, qui s'écoulent comme ça là et qui décèdent sur les aires de jeu. Bon, c'est l'occasion pour nous d'avoir une pensée pour lui et toute sa famille et tout le mouvement sportif, surtout je pense à tout ce peuple ivoirien. C'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Malabo lors de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un garçon très sympathique qui est très calme dans les vestiaires. Il faut dire que ça repose le problème de ce que nous disons. Je pense que l'autre jour, les clubs professionnels ont eu une formation. Le problème des âges de nos joueurs. Il faut qu'on le mette sur la table. On a parlé tout à l'heure de l'arbitrage, on a parlé du niveau de l'organisation de la compétition. Il faut parler aujourd'hui qu'effectivement la FIFA met l'accent là-dessus. D'ici quelques années, il faut dire à tous nos jeunes footballeurs qu'il n'y aura plus moyen de changer les âges. Parce que ça fausse toutes les données, et particulièrement les données médicales. C'est des données médicales. Et il faut qu'on se fasse violence et qu'on se dise ces vérités. Et qu'effectivement, c'est pour ça que la FIFA est obligée de centraliser toutes les données sur un seul terminal. Et ainsi donc, il n'y aura pas possibilité qu'un joueur X qui a joué en telle année avec l'âge de 20 ans se retrouve quelques années après à jouer avec l'âge de 15 ans. Ça serait impossible. Voilà, Maurice Pondo, vous qui avez la charge d'entraîner des joueurs dans toutes les catégories, est-ce que ça peut être l'unique argument quand même qui puisse expliquer ce type de décès subit des footballeurs de haut niveau, parce qu'il faut le rappeler, ce sont des footballeurs de haut niveau sur des aires de jeu? Moi, je pense, comme venait de dire le président, il faut faire confiance à la médecine. Parce que plus au niveau des âges, on n'est pas tout à fait sérieux, et que au niveau de la médecine, on ne suit pas très bien, on ne peut qu'avoir les situations comme celle-ci. Donc je crois qu'il faut totalement faire confiance à la médecine sportive. Cela pose également la fiabilité de ces visites médicales auxquelles on fait subir des joueurs avant de les engager dans différents clubs. Beaucoup plus au niveau des clubs professionnels. Évidemment, ça interpelle aujourd'hui, surtout sur le plan local, ces dirigeants, ces encadreurs qui font les visites aléatoires au niveau de nos footballeurs. Parce que une visite nous amène à avoir un bon athlète prêt à la compétition. Mais si les données sont faussées, on ne peut qu'avoir des situations comme celle-ci aujourd'hui. Donc, vraiment, ça fait très mal, mais c'est la vie, on ne peut que supporter et encourager le peuple ivoirien pour cette profonde douleur. Voilà, beaucoup de soutien dans le peuple ivoirien. Il faut dire que même le peuple camerounais également, lui également a été éprouvé ce début de semaine, avec notamment le décès dimanche d'une icône de chroniqueur sportif au Cameroun. Il s'agit notamment de Zakari Nko, ancien grand chroniqueur à la chaîne nationale camerounaise, qui est donc décédé. Certainement, vous l'avez côtoyé, vous l'avez connu. Quelle image est-ce que vous gardez de Zakari Nko, Faustin Domko? Cette voix que nous aimions écouter quand on était jeunes. À l'époque, on n'avait pas la télévision, on n'avait pas le multimédia, on n'avait que la radio. Et il nous faisait vivre les matchs comme si on y était. Et je pense que s'il y a quelqu'un qui va avoir une grande peine, ce soit en plus de la famille, en plus de la grande famille sportive, il y a quelqu'un, son coéquipier de tous les temps, mon grand frère Bembengue,
qui doit certainement avoir beaucoup de chagrin parce que c'est deux hommes chroniqueurs qui nous ont fait beaucoup rêver. Et je pense qu'on doit avoir une très grande pensée. Et nous, on était hier dans le sud-est, on a eu l'occasion de souhaiter condoléances à sa famille biologique. C'est l'occasion aussi pour nous, au nom de la Ligue, au nom de tous ceux qui accompagnent le mouvement sportif, de dire à sa famille, à tous ceux qui lui sont proches, condoléances de tout cœur, on va prier pour que son âme repose en paix. Maurice Podo, c'est également quelqu'un certainement que vous avez connu dans le milieu en tant que peut-être jeune footballeur ou alors après en tant que responsable de club que vous avez côtoyé, Zakarinko. C'est vraiment une icône qui s'en va. Tout simplement, hein, nous ne pouvons que dire que son âme repose en paix. Parce qu'il a tout donné à notre football. Au jour d'aujourd'hui, c'est le Cameroun qui perd encore l'un de ses fils. Nous pouvons que lui souhaiter la terre. Qu'elle soit légère. Qu'elle soit légère, tout à fait. Pascal, s'il faut dire quelque chose, vous voyez, quelque chose qui va encore nous marquer. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'unité nationale, du bilinguisme. Eux, déjà, ils avaient déjà pensé. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, quand Zakarinko devait citer, partout où on l'écoutait, il prenait la peine d'être sûr qu'il a cité presque toutes les villes dans toutes les régions du Cameroun. Qu'il a bien assuré la prononciation. La prononciation, ça c'est quelque chose qui nous a toujours marqué. Je vais vous permettre donc de sortir de ce programme avec un peu de sourire. On va vous montrer le football tel que ça se pratique à un certain âge, c'est-à-dire le football vétéran, avec cette rencontre amicale qui a donc eu lieu au stade BBA, c'est ici dans la ville de Douala, entre les vétérans éclairs du camp Yabassi que vous voyez en jaune et on appelle ça le tribunal militaire qui est venu de Yaoundé. Eh bien, ils ont donc laissé leur tribunal avec donc le premier but inscrit par la formation de vétérans éclairs du camp Yabassi. Il y a par la suite eu l'égalisation de la formation du tribunal militaire venu donc de Yaoundé. Donc c'est un score diplomatique, comme on peut le dire, un but partout entre ces personnes qui ont déjà, on voit les ventes ont pris assez de rondeurs, mais qui courent toujours après le ballon. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on a pu assister à cette rencontre amicale de football. Comme quoi, le football reste une passion, peu importe l'âge au Cameroun. Et reste un jeu. Et reste également un jeu. Je propose à présent de suivre quelques réactions recueillies au terme de cette rencontre. Les Racing n'ont pas développé, mais là ensemble les matchs sont qualifiés. C'était un très bon match. On remercie aussi nos chefs d'avoir pris cette initiative qui rassemble tous les trucs. Pour moi, c'est une très bonne initiative à refaire. L'équipe allait footballistiquement, mais le sort du match, nous ne sommes pas mauvais, c'est pour ça qu'on a beaucoup bossé pour pouvoir avoir le point du match. On supportait le sport acquis sur le stade. C'est les militaires, ils sont en jambes, ils sont encore travaillés pour ça. Ils sont en train de faire le sport, ils font le sport chaque jour que Dieu a. Les joueurs, quand même, ont fait un effort parce que ça fait pratiquement 2 semaines que nous ne sommes pas entraînés à cause, vous savez que nos stades étaient terrassés à cause de la fête des femmes. Et ça fait qu'on en a tellement avalé au point où on n'a pas eu le temps de ressortir tout ça. Et que vous comprenez, vous nous voyez, quand vous voyez que c'est au moins une quarantaine au-dessus. Hein. Les gens ont à peu près 45 ans, 50 ans, c'est la moyenne d'âge. Alors bon, pour les gens qui peuvent faire 90 minutes dans un stade de football réglementaire, vraiment ça, il faut le réformer. Et voilà, nous allons bientôt sortir de ce programme. Le temps pour nous de passer la parole à nos invités. On commence avec le vice-président de la Ligue de football professionnel, Faustin Domke. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme point positif de la phase allée du championnat Elite 1, Elite 2? Premier point positif, le jeu. Le jeu s'est amélioré. Nette amélioration du jeu. Deuxième point positif, une très bonne programmation et un très bon calendrier établi par l'administration de la Ligue. Je pense au secrétaire général, à tous ceux-là qui travaillent autour d'elle. Et l'innovation, c'est le retour de notre sponsor officiel, MTN. C'est l'occasion pour nous ici, au nom de la Ligue, de leur remercier encore parce que ça n'a pas été facile. Ça a eu beaucoup de négociations et je pense que en fin de parcours, ils nous ont fait confiance et nous pensons qu'on ne va pas les décevoir. Et l'autre point positif, nous sommes en train de travailler pour atteindre le minima, c'est-à-dire l'appui au club, 50 millions
pour cette première année pour Ligue 1 et 25 à 30 millions pour Ligue 2. Nous ne sommes pas très loin et nous reste à trouver 8 à 9 millions pour les clubs de Ligue 1 et bagatelle de 10 millions pour les clubs de Ligue 2. Si nous réussissons ce pari, je pense qu'on aura quand même progressé pour la première année de notre mandature. C'est une bonne nouvelle pour notre championnat. Alors Maurice Pondo, au niveau de Léopard de Douala, où vous assurez l'encadrement technique, vous avez dit que vous avez un sans faute, 5 matchs, 4 victoires et un match nul. Quelles sont les ambitions de Léopard cette saison quand on sait que vous avez des concurrents, Club Mythique, Caïman et Oryx également? Les ambitions de Léopard cette année sont énormes. Parce que Léopard, depuis l'année dernière, est dirigé par les anciens joueurs, les anciens footballeurs de Léopard qui sont aujourd'hui à l'extérieur, nommés Léopard de France. Donc on peut citer les anciens internationaux tels Kalankongo, Mkoko, sans compter les autres sympathisants et amis. Ici au Cameroun, il est dirigé avec un groupe opérationnel qui est coiffé par le chef. Tout le peuple des deux est derrière son équipe. Et tout le peuple des deux est derrière son équipe qui est coiffé par le chef supérieur de Daido. Au jour d'aujourd'hui, nous pensons que les ambitions, c'est d'atteindre la Ligue 2, parce que le pas est descendu depuis 1994. 1994 à 2017, ça fait carrément 23 ans. Ça fait beaucoup d'années. Ça fait beaucoup d'années. Donc le public du canton d'Ado est assoiffé de ce football professionnel. Donc tous les moyens sont mis pour que nous puissions atteindre nos objectifs. C'est tout le meilleur qu'on peut vous souhaiter à vous, Maurice. Surtout qu'ils n'ont pas encore payé l'indemnité de formation. Merci à vous. Pour certains de nos joueurs. Merci également à Fossé. Donc c'est sous cette note de bonne humeur que nous allons mettre un terme à cette édition de 100% foot, tout en vous donnant rendez-vous lors de la prochaine tranche consacrée au sport sur Equinox Télévision.